To let go of easily. And so many people have told me that they found the book valuable as a tool for explaining to spouses, to friends, to relatives, to old high school art teachers, what it was that attracted them to comics, and using the book to blast away those preconceived notions. And many people actually bought multiple copies just for the purpose of giving one to somebody who may not think about comics at all, but just to simply say, look, I'm here, this is real, get used to it, I love this stuff and I have a good reason to love it. I care about comics. L'art invisible, le plus célèbre livre de théorie de la BD, est sorti en 1993, soit il y a presque 30 ans. Après autant de temps, peut-on encore ressortir telles quelles les réflexions de ce livre? Sont-elles encore pertinentes aujourd'hui? Scott McCloud a popularisé le débat, nous sommes nombreux à avoir adoré ce livre. Mais si ces réflexions étaient majoritairement dans l'erreur, pourrait-on dire que sur le long terme, il a au contraire contribué à ralentir la réflexion sur la bande dessinée? En fait, la vraie question est-ce que les idées de McCloud ont jamais été vraiment pertinentes, même en 1993? Scott McCloud appelait de lui-même à être dépassé, contredit. Mais du coup, quelles sont les critiques qui ont été faites de son travail? Faire un résumé complet de toutes les critiques serait trop long et je n'ai pas envie de me réapproprier totalement le travail de leurs auteurs. Dans cette vidéo, je vais reprendre et un peu étayer quelques points importants à critiquer chez McCloud. Ces critiques ont été réalisées par LL de Mars, un auteur de BD et théoricien français, Dylan Horrocks, un auteur de BD et théoricien néo-zélandais, Nell Cohn, théoricien et chercheur en sciences cognitives américain, et enfin Thierry Grunstein, théoricien et auteur franco-belge. Même si ce dernier n'a pas fait de réponse directe à McCloud, il propose une théorie de la gouttière qui est intéressante à comparer avec celle de l'art invisible. Nous allons donc parler de l'art invisible en tant que BD, de la définition de la BD, de l'ellipse et de la gouttière, de la catégorisation de l'icône. Ainsi, vous pourrez avoir un premier bon aperçu de la remise en question que l'on peut faire de l'art invisible. Quand je fais une synthèse où je dois trier, reformuler, voire même vulgariser certains textes, je me réapproprie la pensée de quelqu'un d'autre, et par cette retransposition, je la trahis forcément en partie. Disons-le clairement, cette vidéo est là pour vous insuffler une remise en question radicale de l'art invisible, et prendre le temps de lire les articles critiques est la phase suivante si vous désirez continuer cette remise en question. Je voudrais remercier Drams, Romain, Méléor et Big Darch. On a lu et recoupé ensemble les critiques sur McCloud, et cela m'a évidemment grandement aidé pour faire cette vidéo. On va donc commencer par une critique qu'a proposée LL de Mars. Dès que l'on commence à lire l'art invisible, on peut avoir tendance à croire que le dessin très terne et schématique de McCloud est neutre, qu'il est là avant tout dans un but pédagogique, tel un manuel d'instruction au dessin qui se veut avant tout fonctionnel. Le dessin cartoon minimaliste de son avatar, que McCloud définit comme une coquille creuse, ne serait là que pour servir la théorie et il ne véhiculerait pas de sens en soi. Il ne serait là que pour servir la démonstration. Scott McCloud nous en parle dans ce passage. Lisons-le. Donc, quand on regarde la photo ou le dessin réaliste d'un visage, on voit le visage de quelqu'un d'autre. Mais quand on est dans le monde du dessin minimaliste, c'est soi-même que l'on voit. Je crois que c'est là la raison essentielle de la fascination que les dessins animés exercent sur les enfants, même si d'autres éléments jouent un rôle, comme la simplicité de l'intrigue et le côté volontairement puéril de nombreux personnages. Le graphisme du dessin animé est un vide qui attire notre personnalité, une coquille creuse que nous occupons pour pouvoir voyager dans un autre univers. Nous ne faisons pas que regarder un dessin animé, nous nous y intégrons. Voilà pourquoi j'ai décidé de me dessiner de façon simpliste. M'auriez-vous écouté si j'avais été comme cela? J'en doute, vous auriez été trop conscience du messager pour recevoir correctement le message. Si ce n'est le peu que je vous ai dit sur moi au premier chapitre, je ne suis guère qu'une forme vide. Il ne vous viendrait d'ailleurs pas à l'esprit de vous demander quelles sont mes idées politiques, ce que j'ai déjeuné et où j'ai trouvé ce costume ridicule. Je suis juste une petite voix dans votre tête, un concept. Vous me donnez la vie en lisant ce livre et en remplissant cette icône simpliste. Qui je suis est sans intérêt, je suis en fait une petite partie de vous. Mais si qui je suis a peu d'importance, ce que je dis en a peut-être plus. McCloud nous dit assez clairement que peu importe ses idées politiques, son contexte social ou encore ses goûts personnels, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Mais du coup, ce qu'il dit ne serait jamais à recontextualiser. Ce qu'il dit, ce qu'il nous formule dans ce livre, ce sont ses idées qui proviennent de son parcours de vie, d'un parti pris intellectuel. Pourtant, McCloud nous demande de séparer qui il est de ce qu'il dit, de prendre ainsi ce qu'il raconte non pas comme une opinion, mais comme une description objective de la réalité, en dehors de tout affect. C'est déjà un souci en soi, mais en plus, pendant le livre, jamais il ne montrera ou expliquera une méthodologie rigoureuse qui lui permettrait de commencer à pouvoir dire qu'il exprime autre chose que son avis personnel.
C'est donc aussi la manière qu'a MacLeod de présenter son dessin qui nous amène à relâcher notre garde en lisant ce livre. Et pour l'aile de Mars, critiquer et comprendre le dessin de MacLeod est bel et bien important. On va en voir un aspect ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cet angle critique nous indique que, vu que l'art invisible n'est pas juste un essai théorique, mais bien une BD théorique, il faut aussi la juger en tant que bande dessinée, et pas juste comme une théorie. La mise en page et le dessin de MacLeod contribuent à sa rhétorique, à nous convaincre de son discours, et c'est donc important de se rendre compte, et de prendre du recul par rapport à ça. De ne pas suivre ces démonstrations comme émanant d'un dessin neutre et d'idées soi-disant éthérées. Sinon, cela nous amène à perdre tout regard critique sur ses capacités de dessinateur et de théoricien. De Mars prend en exemple ce dessin de voiture. Le propos de MacLeod est de nous montrer une voiture rapide. Quand on regarde le dessin en soi, on peut comprendre l'intention de faire ressortir de la rapidité. Mais dans les faits, l'image est très maladroite et il y aurait eu beaucoup de façons de bien mieux nous faire ressortir un effet de vitesse. Comme par exemple de ne pas faire un angle vu de profil et de ne surtout pas coller les bords de la voiture sur les côtés de la case. Le dessin est tellement maladroit qu'il en devient en fait un contre-emploi. MacLeod écrit que cette voiture roule à 100 km/h et donc nous, en tant que lecteurs, on retranspose cette intention de MacLeod sur son dessin maladroit pour imaginer que l'on a effectivement sous les yeux une retranscription correcte d'une voiture rapide. On doit compenser un dessin qui va à l'encontre du propos. De la même façon, MacLeod dit qu'on aurait moins écouté son propos s'il avait été dessiné avec un dessin plus réaliste, que c'est même un choix de sa part. Il en fait une règle générale alors que la seule démonstration qu'il fait ici, c'est celle de son propre dessin. Si on a moins envie de suivre cet avatar, c'est aussi parce qu'on le compare directement avec l'autre avatar dont on a déjà eu le temps de s'habituer. Et bien sûr, la maladresse de son dessin, présenté comme plus réaliste, sert son propos. Avec un dessinateur plus capable sur ce type de dessin, cela changerait la donne. Comme pour la voiture, MacLeod nous dit quoi penser, et on le suit même si ça va à l'encontre des faits. D'ailleurs, à chaque fois que MacLeod parlera de dessin réaliste et qu'il nous le montre via son dessin bancal, on doit se baser sur ce dessin dans sa démonstration. Du coup, effectivement, chez MacLeod, on a envie de davantage s'identifier à un dessin minimaliste par rapport à un dessin plus académique. Il présente cela comme un absolu, mais MacLeod ne parle ici que de lui-même. Il pense avec ses limitations, et utilise parfois sa propre incompétence de dessinateur pour nous convaincre. Ses idées ne sont pas éthérées, elles sont même corrélées avec ses propres compétences. Pour rappel, il nous a dit que le dessin minimaliste était un choix de sa part pour pouvoir permettre une plus grande identification, alors que dans les faits, on voit bien qu'il serait incapable de dessiner sur le long terme une bande dessinée complète avec un dessin académique. Où est le choix là-dedans ? MacLeod en vient même à nous parler de photographie, qu'il compare au dessin réaliste, mais en dessinant une photo. Donc ce n'est pas une photo. MacLeod paraît parfois tellement sûr de son propos qu'il en vient à négliger le dessin qui lui sort de démonstration. Est-ce que vraiment, pour vous, on aurait ici une bonne représentation du dessin photoréaliste et du monde tel qu'il nous est perceptible ? On peut très largement étendre cet angle d'analyse critique à tout le livre. En complément, j'ai réalisé 2 critiques de mise en page, où l'analyse se porte sur le contexte de la case de démonstration, de comment on la comprend dans la composition de la page en soi. Ici, il montre une décomposition progressive de son avatar, vers des formes abstraites. La conclusion de sa démonstration est que la signification d'une image abstraite n'est que de l'encre sur du papier. Sur cette page, il y a pourtant une narration qui se fait par les cases juxtaposées. On ne comprend pas la dernière case de manière indépendante, mais par comparaison avec les autres cases, soit comme dans la plupart des BD. La signification de la dernière case n'est pas que ces formes abstraites ne sont que de l'encre sur du papier. La signification est, c'est MacLeod qui a subi un dézoom et qui s'est décomposé en petites formes géométriques. On le verra largement par la suite, MacLeod décontextualise les images quand il en a besoin. Dernier exemple, on a une case muette sans indication temporelle claire. MacLeod nous dit qu'elle est par conséquent comme hors du temps. Le souci avec cette case de pluie de MacLeod, c'est qu'encore une fois, il nous dit quoi penser. Il ne nous montre pas un exemple concret de narration dans lequel cette case paraîtrait effectivement comme hors du temps. Le seul exemple qu'on a ici, c'est celle d'une case intégrée dans une démonstration, juxtaposée à l'avatar de MacLeod qui nous dit la vérité temporelle de cette case. Pourtant, ici, la case pourrait aussi bien représenter un moment figé, comme sur une photo, ou encore représenter un déroulé temporel d'environ 5 secondes. Tout dépend de son contexte. Pour mieux démontrer ce qu'il dit, il aurait dû intégrer cette case dans une page entière qui aurait été pensée pour. Tel quel, on doit prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Il n'a rien pris le temps de démontrer convenablement. Maintenant que cette base de réflexion a été posée, commençons par le début du livre, avec la critique que Horrocks a faite sur la définition de la BD qu'a proposé MacLeod, qui en dit déjà très long sur sa démarche plus globale. Nous allons donc voir ici la critique que propose Dylan Horrocks. MacLeod nous propose au début de son livre une définition de type dictionnaire. Cela semble logique dans sa démarche de vouloir être avant tout une sorte de description de la réalité. Pourtant, si on prend du recul, ça ne tient pas vraiment longtemps. MacLeod ne décrit pas la BD, il nous dit ce qu'il voudrait que la BD soit. Il nous dit que la BD de super-héros de son enfance est simpliste, mal dessinée, et s'adressant à des enfants à moitié illettrés, mais que rien ne les oblige à être comme cela. La BD c'est bien, mais son contenu peut être dégoûtant au point de le recracher. Il faut donc s'en débarrasser.
Mais pour définir la bande dessinée, il nous faut, au prix d'un peu de chirurgie esthétique, séparer la forme et le fond. Le moyen d'expression artistique appelé bande dessinée est un récipient qui peut contenir un nombre illimité d'idées et d'images. Le contenu de ces images et de ces idées est bien sûr la responsabilité des auteurs, et nous avons tous des goûts différents. Puis il crache. L'important est de ne jamais confondre le message avec le messager. Pour pouvoir redorer le blason de la BD, MacLeod va reprendre le concept d'art séquentiel de Will Eisner, pas sur une base de réflexion critique, mais uniquement parce qu'il aime bien ce concept. Il ne justifie à aucun moment pourquoi on pourrait réduire la BD à uniquement un processus de narration en séquence. Il va pourtant réduire la BD à cela, de manière intéressée, pour servir un but précis. Cela lui permet d'enlever tout contexte culturel à la BD. La BD n'est plus un objet possédant une histoire culturelle particulière, qui passe par Rodolphe Töpffer et qui possède ses propres filiations. Non, la BD c'est juste l'art séquentiel, du coup c'est aussi la tapisserie de Bayeux, ce sont les vitraux, ce sont même les Égyptiens et les Mayas. Grâce à ces définitions, il peut ignorer les BD gênantes de super-héros et rattacher la BD à la grande et respectueuse histoire de l'art. Au fond, MacLeod est dans une recherche de légitimité qui passe par le mépris même de son propre sujet. La BD, en tant qu'objet culturel, est insuffisant pour qu'on puisse la défendre. Il fallait créer un mythe de la BD qui retraçait son histoire à travers les temps anciens. Soyons plus précis. Pour faire sa définition, MacLeod est parti du concept d'art séquentiel qu'il a donc tenté de décrire dans un style dictionnaire. À ce stade-là, on peut donc définir art séquentiel par images picturales et autres fixes volontairement juxtaposées en séquence. Ensuite, dans cette définition, il a simplement remplacé art séquentiel par bande dessinée. Par ce tour de passe-passe, MacLeod a habilement remplacé la signification de BD par art séquentiel. MacLeod a imposé sa volonté, son avis personnel, en nous changeant la signification même du mot BD par un simple glissement de définition entre deux termes auparavant distincts. Il est très fort. L'art séquentiel, qui pouvait effectivement sembler être un terme un peu large, contrairement au mot BD, a été très pratique pour MacLeod. Grâce à cette manipulation, la BD n'est plus un objet culturel, mais un moyen de communication ancestral et central de l'humanité. Tel qu'il nous la présentait, sa définition de la BD paraissait pourtant tellement objective. MacLeod se mettait même en scène face à des contradicteurs, pour donner l'impression qu'il allait à l'encontre de ses idées personnelles. Une bien belle rhétorique. Tout cela n'est ni respectueux pour les enfants illettrés, ni respectueux pour la BD, ni respectueux pour le Codex Maya. Cette définition, qui permet une création mythologique de la BD, paraît donc bien trop large. Mais pourtant, contrairement aux apparences, MacLeod n'est pas si inclusif que cela. On va le voir pendant la vidéo, il va distiller un peu partout ses idées normatives de ce que doit être une BD et même une bonne BD. MacLeod tente de discriminer les BD qui ne rentrent pas dans ses propres goûts personnels. Ses goûts personnels étant exploiter au mieux les capacités uniques de la BD. MacLeod nous dit ceci: dans une bonne bande dessinée, le texte et l'image sont comme un couple de danseurs où chaque partenaire, tour à tour, guide l'autre. Par contre, il précise bien que peu importe la dominance du texte ou de l'image, ce qui compte c'est leur équilibre de leur relation d'interdépendance, lorsque le sens se crée par leur combinaison. La notion d'interdépendance a été critiquée par le théoricien Harry Morgan, mais nous n'allons pas nous y attarder ici car cela nous écarterait trop du sujet du chapitre. Si vous voulez vous renseigner, je vous donne la source en description. On peut néanmoins déjà percevoir dans cette affirmation un début de jugement de valeur, mais complétons les informations. Voici un premier extrait d'interview de MacLeod faite par R.C. Harvey. MacLeod. Le son ne fait pas partie intégrante du cinéma. La plupart des spécialistes du cinéma considèrent que Charlie Chaplin travaille sur le même médium qu'Orson Welles. Donc pour parler des qualités formelles du film, vous devez parler des qualités formelles de l'image en mouvement. Ensuite, vous pouvez passer à la question du son. C'est évidemment un constat qui lui est propre, mais qui l'essentialise pourtant à tout le cinéma. MacLeod a une vision très normative de ce que doit être chaque art, qui possède sa propre hiérarchie interne. Dans le cinéma, l'image en mouvement vient avant le son. Et voici ce qu'il dit dans cette interview à propos de la BD. Harvey, pensez-vous que votre définition inclut également la littérature pour enfants, c'est-à-dire les livres dans lesquels il y a une image sur chaque page et de la prose sous chaque image? MacLeod, pas si la prose est indépendante des images. Pas si l'histoire écrite peut exister sans aucune image et rester un tout continu. C'est comme ça qu'on fait généralement, alors que les images sont généralement discontinues. Harvey, c'est-à-dire que le récit est continu et indépendant des images. Et les images illustrent vraiment un moment du récit en prose. Il n'y a pas de fil conducteur nécessaire dans les images elles-mêmes. MacLeod, si vous retournez ça dans tous les sens, vous obtenez des bandes dessinées. Si les images, indépendamment des mots, racontent toute l'histoire et que les mots viennent en complément, alors c'est de la bande dessinée. Il nous révèle ici le fond de sa pensée. Pour lui, la BD n'est donc pas juste de l'art séquentiel. Si ce sont les mots qui conduisent avant tout le sens et le récit, ce n'est plus de la BD. Donc dire que les vitraux c'est de la BD, ça c'est ok, mais pour ces différents exemples de livres que donne Horrocks en exemple, c'est tout de suite moins sûr pour lui.
Et si on ne respecte pas certains critères comme l'interdépendance entre texte et image, alors on risque de ne plus faire de la bonne bande dessinée, car on aura dilué la pureté, ce qui fait la spécificité de cet art particulier. Il essentialise chacun des arts à une espèce de forme pure qu'il ne faut pas altérer. Mais quand les deux partenaires connaissent bien leur rôle respectif et unissent leurs talents, la bande dessinée peut supporter la comparaison avec n'importe lequel des moyens d'expression dont elle est redevable. MacLeod, derrière ses grandes proclamations où il appelle les artistes à repousser les frontières, nous donne en fait une marche à suivre. Comment peut-on repousser les frontières de la BD si pour MacLeod, la BD c'est le messager, qui est symbolisé ici par une cruche. Ce qui peut varier, c'est le contenu de la cruche, mais la cruche en soi, elle, est immuable. Il nous le dit. Il faut séparer la forme et le fond. MacLeod essentialise la BD à des critères fixes qui forment ce messager. On ne peut pas en dépasser les frontières car sinon on ne fait plus de la BD. En tant qu'auteur et autrice de BD, on ne peut expérimenter que dans le cadre de la cruche. Si en tant qu'artiste, tout ce que tu peux faire c'est du contenu, par nature, il te devient impossible de modifier le contenant, de challenger les frontières de la BD. Le fond et la forme ont été séparés. On le voit avec cet exemple, à travers son livre, MacLeod s'est valorisé avec une impression de cohérence des éléments contradictoires. C'est aussi ce qui fait que ce livre peut être difficile à critiquer avec précision, car MacLeod affirme parfois une chose et son contraire. Il nous dit qu'on peut repousser les limites de frontières immuables. C'est un paradoxe. Sous la vision de MacLeod, le champ des possibles se restreint. On résume cette idée. Si on écoute MacLeod, on est exclu du champ BD si on veut faire une BD où c'est le texte uniquement qui conduit la narration. Et si on ne fait pas une BD où le texte et le dessin sont interdépendants, on ne fait pas une bonne BD. Tout cela est prédéterminé et socialisé. Un artiste n'a pas la main sur ce genre de choses et il ne peut pas faire bouger les frontières de la BD. C'est le messager immuable, donc Scott MacLeod, qui décide pour nous. MacLeod nous avait fait croire qu'en retirant le fond, il avait mis de côté ses goûts personnels dans sa conception de la BD. Il nous affirmait que qui il était n'avait pas d'importance. MacLeod nous dit que la gouttière sera un endroit magique où s'opère l'imagination du lecteur et que c'est là que se construirait vraiment le récit d'une BD. Nous allons critiquer ce point via Neil Cohn et Thierry Gonstein. MacLeod introduit cette idée par le concept de closure, qui veut littéralement dire fermeture. Mais le traducteur Dominique Petitfaux a plutôt fait le choix d'utiliser le mot ellipse, qui nous donne une compréhension plus intuitive du concept. L'ellipse, chez MacLeod, c'est un processus mental par lequel l'esprit comble le vide. MacLeod part de notre expérience du quotidien. Par exemple, on ne voit pas ce qu'il y a derrière nous, mais on s'imagine que ce derrière nous est pourtant bien là. Il est en cela au fait que l'on complète et interprète le monde sur base d'informations partielles. Par le canal de nos sens, nous percevons tous le monde comme un tout. Pourtant, nos sens ne peuvent nous révéler qu'un monde fragmentaire, incomplet. Même le plus grand voyageur n'a pas assez d'une vie pour aller partout. Notre perception de la réalité est un acte de foi, fondé sur des expériences fragmentaires. MacLeod nous dit donc que l'ellipse est un processus mental humain quotidien et nécessaire à notre survie, quelque chose que l'on fait intuitivement. Le fait d'assembler un monde fragmenté en un tout cohérent, ce qui est parfait pour faire un parallèle avec la BD et ces cases qui sont des fragments d'un récit. Dans les images en soi, on comble le vide et interprète les formes. Il y a un cadrage qui peut suggérer un monde qui s'étend au-delà de ce cadre, comme ici où on suppose que les jambes de MacLeod continuent alors qu'elles n'existent pas. Mais donc le plus important ici, c'est l'ellipse de la gouttière, le blanc qui sépare les images. MacLeod nous dit que le lecteur de BD est un participant volontaire et l'ellipse est le vecteur de la progression, du temps et du mouvement. De la gouttière, l'imagination humaine se saisit de deux images distinctes pour les transformer en une idée unique. Notre sens de l'ellipse que l'on a au quotidien nous permet de relier des instants fragmentés pour les reconstruire mentalement en une réalité globale et continue. MacLeod fait une envolée lyrique en nous disant que sur cet exemple, c'est nous, le lecteur, qui avons participé à ce crime. On a tenu la hache et visé un endroit du corps. C'est parce qu'on se l'est imaginé de la gouttière que le crime a eu lieu. C'est l'art invisible. On va donc s'arrêter là-dessus, en commençant par la critique de Neil Cohn. Cohn s'interroge sur qui de la gouttière ou du contenu de la case mène la danse de la compréhension cognitive d'une BD. Déjà, c'est un peu sous-jacent de l'art invisible, mais dans son second livre, avec le concept de carte temporelle, c'est très clair. Pour MacLeod, dans une BD, chaque nouvelle case signifie une avancée dans le temps. Du coup, dans une BD, l'espace égale le temps. Une case représente un moment, et la case suivante un moment qui suit dans le temps. Je sais bien que dans l'art invisible, sur une page, il avait dit autre chose via la transition de point de vue à point de vue, où chaque case était le fragment d'un même moment. Mais il se contredira entièrement ensuite, sans aucune explication, et affirmera plusieurs fois sans nuance que espace égale temps, et que ce principe est l'essence de la BD. Qu'est-ce que la bande dessinée? Comment pouvons-nous réduire cette idée à son essence? Me croirez-vous si je vous dis que la figure A n'est pas de la bande dessinée, alors que la figure B en est? Et si je vous dis que la figure A représente 2 carrés, tandis que la figure B représente un carré, montré à un moment, puis un instant après. Passez votre doigt sur A,
ce doigt se meut dans l'espace. Passez-le sur B, il se meut dans le temps. Pour définir la bande dessinée, nous avions besoin de quelque chose comme ceci. Mais pour saisir l'essence de la BD, je pense qu'il est utile de commencer à voir la BD comme ceci, une carte du temps. Alors rapide démonstration, car pour ce chapitre c'est l'ellipse qui nous intéresse, mais je vous renvoie à l'article de Nelcon si vous voulez plus de détails sur ce sujet. Attention, je vais vous montrer quelque chose qui est une BD, mais qui va pourtant à l'encontre de l'essence de la BD. Voici une abomination contre nature d'Eiichiro Oda. 2 voire 4 cases successives qui se déroulent en même temps. Bon, soit vous envoyez Oda sur le bûcher pour sorcellerie, soit vous pouvez comme moi ne pas comprendre le trajet mental de MacLeod qui ne prend même pas soin d'expliquer pourquoi la transition de point de vue à point de vue a perdu en partie de son sens. On doit juste l'accepter. Je répète qu'il affirme cela sans nuance. La carte temporelle est devenue l'essence de la BD. J'ai essayé de comprendre la logique de ce concept, mais je n'ai pas réussi et honnêtement, je ne pense pas que ce soit plus subtil qu'il n'y paraît. Du coup, chaque case est un nouveau moment, et entre ces deux cases, il se situe le temps et les actions qui s'est déroulées entre temps. Dans l'art invisible, MacLeod nous dit ceci. Dans les limbes du caniveau, l'imagination humaine se saisit de deux images distinctes pour les transformer en une idée unique. L'unification mentale d'une séquence se ferait donc dans le vide entre chaque case. Mais si le processus de l'ellipse se produit dans l'espace entre les cases, comment cela fonctionne-t-il si un lecteur ne peut pas faire une telle connexion avant d'atteindre la seconde case ? Pour le dire autrement, le vide ne peut être comblé que s'il a déjà été franchi. C'est ce qui fait que la cohésion narrative se fait au niveau des cases. Pour reprendre l'exemple des cases de MacLeod, l'issue ambiguë de l'événement se fait par le jeu de comparaison direct entre les cases. Sur la seconde case, on relie le cri à l'homme effrayé de la première case, et on suppose que ce cri est dû à la hache vue juste avant. C'est bien la comparaison entre le contenu des cases qui crée le sens de la scène. L'unification entre ces cases n'est pas le fait de la gouttière. La gouttière ne fournit ici aucune signification supplémentaire. Elle serait même incapable, car elle vient avant les informations importantes données en deuxième case. De plus, cette même scène fonctionnerait tout aussi bien dans un film ou un dessin animé, où les deux moments se succéderaient l'un après l'autre sans juxtaposition. Même en se débarrassant complètement de la gouttière, ici, l'idée de l'ellipse fonctionne. Cet exemple pourtant central de MacLeod ne démontre donc rien de ce qu'il avance. Kronstein avait déjà été dans ce sens dans Système de la BD, livre dont vous pouvez retrouver une synthèse et une critique sur cette chaîne. Déjà, pour Kronstein, quelle que soit la forme que prend la gouttière, cela ne change en rien son sens et sa fonction. Par exemple, pour délimiter deux cases, le blanc de séparation tout comme un simple tracé ont tous deux strictement la même fonction, et ne changent pas le sens entre les images. On peut également ajouter les BD où les délimitations sont plus ambiguës, mais où les groupes distincts existent quand même. Mais le point principal pour Kronstein est que le lecteur ne reconstruit pas mentalement les images manquantes entre chaque case, sauf peut-être de très rares cas qui ne permettent pas d'en faire une règle générale. Il n'y a pas de case fantôme dans une BD. Voici un exemple que j'aime bien ressortir de la BD L'Orpheus Odyssée, où il est clairement demandé au lecteur d'imaginer l'implicite entre deux cases. Le personnage commence à réciter l'alphabet, A, B, C, D, et le termine sur la case d'après, X, Y, Z. Il y a clairement ici un implicite, une ellipse temporelle marquée qui pousse à faire appel à l'imagination du lecteur. Cet exemple permet de voir la différence entre une ellipse habituelle entre deux cases et un cas particulier qui a une toute autre dynamique. Dans ce cas de l'Orpheus, les auteurs nous poussent à imaginer ce que Kronstein appelle une case fantôme. Mais ce cas n'est pas une généralité, c'est une exception. Du coup, il n'existe pas d'état intermédiaire entre deux vignettes, on passe d'une vignette à une autre soudainement. La gouttière est ici une annulation de toute continuité, ce n'est pas un relais. C'est bien le fait que les images juxtaposées soient distinctes les unes des autres qui fait que l'on peut facilement les comparer et voir leur liaison pour créer du sens. La fonction de la gouttière est uniquement de davantage marquer cette séparation. Pour nuancer un tout petit peu cela, j'aimerais juste ajouter que la gouttière peut aussi servir différemment si on en change l'épaisseur habituelle d'une BD donnée. Par exemple ici dans Promise Neverland où les auteurs se servent d'une gouttière plus épaisse pour indiquer au lecteur un changement de scène et de lieu dans la narration. Par des variations, on peut lui faire évoluer son rôle de séparation habituel. Quoi qu'il en soit, on reste loin du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée. Avant de passer à la critique de LL de Mars, réexpliquons quelques conceptions de MacLeod, à commencer par la définition de l'icône. J'utiliserai dans ce chapitre le mot icône pour désigner n'importe quelle image utilisée pour représenter une personne, un endroit, une chose ou une idée. Pour MacLeod, il existe le monde observable et le monde des idées, celui qu'on ressent. L'humain peut se réapproprier dans son monde intérieur un objet du monde concret.
et tordre sa personnalité dessus. Faire rentrer le monde observable dans le monde des idées. Le dessin réaliste représenterait le monde observable, car il lui ressemble, et le dessin minimaliste le monde des idées, car il s'en éloigne visuellement. L'écriture, elle, serait le niveau d'abstraction ultime, car le sens d'un mot est décorrélé de sa forme. Le mot « nez » ne ressemble pas au concept du nez. Pour MacLeod, l'intention d'une image varie donc selon son niveau de ressemblance avec la réalité observable. C'est par ce critère que MacLeod définit les dessins, qui part du dessin photoréaliste au dessin minimaliste, appelé dans la version anglaise le dessin cartoon. Il nous dit que le dessin cartoon est une épuration progressive de la réalité observable, qu'un dessinateur part de la réalité observable pour aller vers l'abstraction, en y éliminant des détails jusqu'à devenir un dessin complètement minimaliste. Dans sa catégorisation, MacLeod dit qu'un artiste, selon le niveau d'abstraction de son moyen d'expression, retransmet probablement une conception profonde qu'il a sur l'art. On part du dessin réaliste, on continue jusqu'au dessin minimaliste, pour enfin arriver à l'écriture qui est le niveau d'abstraction ultime. Du coup, maintenant que l'on a revu les bases, sur sa fameuse pyramide qui catégorise le type de dessin et d'écriture selon son niveau d'abstraction, MacLeod nous dit ceci. Quand un dessinateur se retrouve à une des extrémités de notre diagramme, peut-être révèle-t-il alors ses conceptions profondes sur son art. Celui qui se rapproche de l'angle en bas à gauche, par exemple, sont probablement attirés par leur sentiment de la beauté de la nature. Ceux qui vont vers le haut par la beauté de l'art, et ceux qui vont à droite par la beauté des idées. Alors si ça n'a pas vouloir l'air de dire grand chose, c'est normal. En fait, ça ne veut rien dire. Qu'un écrivain soit davantage attiré par la beauté des idées par rapport à un dessinateur, c'est presque dur à réfuter tellement c'est absurde. On va essayer de voir la critique que l'on peut en faire en comprenant plus précisément la vision qu'a MacLeod du dessin. Il nous dit ceci. Mais en privilégiant le concept plutôt que l'apparence réelle, on élimine beaucoup de choses. Si un dessinateur veut rendre la beauté et la complexité du monde tel que nous le percevons, il lui faudra introduire une part de réalisme. Par ce biais, MacLeod enlève la possibilité pour un dessinateur minimaliste ou abstrait de retranscrire avec force la beauté et la complexité du monde tel que nous le percevons. MacLeod donne l'impression que l'humain est une machine qui encode de l'information et oublie que nos perceptions sont à la fois biaisées et subjectives. On ne fait pas que percevoir le monde, on le ressent. MacLeod donne l'impression que l'on voit de la même façon une personne selon si on la déteste, si on l'aime, si c'est notre parent, notre enfant, etc. Comme si le monde tel que nous le percevons était une donnée universelle, une expérience parfaitement commune et inaltérable. Pourtant, MacLeod nous montre cette image en nous disant que deux personnes qui se regardent voient parfaitement les traits de leur interlocuteur. Il montre cela de telle manière qu'on a l'impression que l'humain a une vision d'ensemble et photographique d'un visage qu'il regarde, comme si notre attention pouvait être représentée ainsi, comme si on n'était pas plutôt focalisé sur certains détails, et que l'on n'était pas sans cesse de la subjectivité de notre regard sur l'autre. De l'image des bulles de pensée des personnages, on a l'impression que la vision que l'on a sur l'autre est une donnée objective, une pure description de la réalité. En opposé, il nous montre la représentation mentale que l'interlocuteur a de lui-même, qui est ici représentée par un dessin minimaliste, donc rattaché au monde des idées et des concepts. Pour MacLeod, dans l'expérience humaine, il y a une division entre d'un côté le monde perceptible, de l'autre celui qu'on ressent. MacLeod divise bien tout cela de cette manière, un graphisme pour voir, un autre pour être. Tout ce que nous ressentons appartient à l'un des deux mondes, le monde des idées ou le monde des perceptions. Je reprécise ceci car c'est important à comprendre. Chez MacLeod, chaque type de dessin a une fonction prédéterminée. La fonction étant soit de davantage représenter la réalité perceptible, soit de davantage représenter un concept. Il essentialise le dessin selon son niveau d'abstraction, et le dessin ne peut pas avoir d'autre but prioritaire à celui-là. Mais à partir du moment où l'on accepte que ce que nous percevons a aussi une part de subjectivité, un dessin minimaliste peut alors évidemment toucher une réalité humaine très concrète. Selon la conception de MacLeod, Storm, dessiné par Don Lawrence, serait plus proche de la beauté et la complexité du monde que Les Frustrés de Bretéché, alors que le premier se déroule dans un univers fantastique excentrique et que le second met en scène une vision très quotidienne de la société française des années 70. MacLeod pense que l'on peut catégoriser la fonction d'un dessin par son degré de réalisme, et ce en dehors de tout contexte culturel, historique et de narration. Il les socialise bien, chaque type de dessin a une fonction. Il en vient donc à faire sa grotte pyramide où chaque personnage est décontextualisé et réduit à son degré d'abstraction. Il donne une impression d'équivalence entre des dessins, comme si deux dessins réalistes portaient forcément un même propos et une même signification, celui de vouloir retranscrire avec force la beauté et la complexité du monde tel que nous le percevons. Par exemple, prenons deux dessins de propagande, un dessiné de manière réaliste et l'autre minimaliste. Comment est-ce qu'on sépare la représentation objective et subjective, entre décrire le réel et l'idéologie? Cette catégorisation binaire où tout est bien délimité ne tient pas. Je vous le rappelle, MacLeod avait décrit les trois angles de sa pyramide par un artiste attiré par la beauté de la nature, un artiste attiré par la beauté des idées et un artiste attiré par la beauté de l'art. Avec du recul, ça ressemble quand même à du gros charabia.
Partant de tout ça, MacLeod va créer ce schéma, dans lequel il va clairement dire que tout à gauche on a le plus grand niveau de complexité de l'image, et que tout à droite on a le plus grand niveau de complexité du texte. Pour tenter de mieux comprendre, passons un peu en revue ce petit narratif que MacLeod crée en mettant en scène deux artistes qui veulent collaborer pour faire, je cite, une BD de bonne qualité. Je vous lis ces cases pour bien vous rendre compte de la formulation de MacLeod, sur l'idée qu'il a de la démarche de perfectionner son art. Le dessinateur sait que cela implique de sa part un graphisme qui va au-delà des silhouettes approximatives. Il part à la recherche d'un dessin plus élaboré. La scénariste sait que cela implique de sa part un texte qui va au-delà de ouf, pot, blâme et des gags quotidiens. Elle part à la recherche d'une intrigue plus profonde. Dans les musées et les bibliothèques, le dessinateur trouve ce qu'il cherche. Il étudie les techniques des grands maîtres de l'art occidental. Il s'entraîne jour et nuit. Elle aussi trouve ce qu'elle cherche chez les grands maîtres de la littérature occidentale. Elle lit et écrit sans cesse. Elle est en quête d'une voix qui ne serait rien qu'à elle. Finalement, ils sont prêts. Tous deux ont la maîtrise de leur art. Son coup de pinceau est si subtil qu'il en devient invisible. Ses portraits sont du Michel-Ange. Quant à elle, la caractérisation de ses personnages est éblouissante. Son texte coule comme un sonnet de Shakespeare. Ils sont prêts à unir leurs forces et à créer un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Ces deux artistes qui voulaient à la base collaborer ensemble se sont retrouvés malgré eux, chacun à l'autre bout du spectre, jusqu'à ne plus savoir communiquer. Dans la tête de MacLeod, un dessinateur qui perfectionne son art va forcément faire du dessin ultra réaliste, et une écrivaine, de son côté, va faire des tournures de phrases hyper compliquées. Notez d'ailleurs que pour écrire une intrigue profonde, il faut l'écrire avec des mots et des tournures de phrases complexes. L'ensemble de ce passage est extrêmement naïf, mais cela permet de se rendre compte que MacLeod met sur le même plan abstraction et simplification. Il mélange le sens des deux termes. Quand on regarde ce schéma couplé au narratif des deux artistes, une phrase alambiquée impliquerait donc une idée plus complexe, et un dessin épuré serait plus évident, moins compliqué à produire qu'un dessin académique. On peut commencer à voir que MacLeod fait une corrélation entre forme et fond. Forme complexe égale idée complexe. Et par complexe, qu'il oppose à simple, on ne parle donc pas juste du degré de détail d'un dessin, mais bien du niveau de compétence. Comme s'il était plus simple de réaliser un dessin minimaliste qu'un dessin académique. Si on n'est pas dessinateur, ça peut être une notion un peu floue. Mais je pense que d'affirmer que le dessin de William Voss a demandé plus de travail et de maîtrise que le dessin de Franquin, juste sur un critère de dessin réaliste, c'est une remarque qui pourrait quand même faire sourciller plus d'un lecteur. Tout cela est donc aussi une manière de démontrer l'aspect normatif et prescriptif de MacLeod, car dans son récit, les deux personnages auront tellement perfectionné leur art qu'ils deviendront incapables de communiquer et de collaborer pour faire un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Imaginez si un chef-d'œuvre de la bande dessinée pouvait être fait avec un dessin ultra réaliste et une écriture alambiquée. Pour MacLeod, cela paraît impossible. Un fossé sépare cette possibilité. Ces deux conceptions de leur art éloignent ces artistes accomplis en tant que possibles collaborateurs sur une BD. Mais déjà, en dehors de ce schéma, quelle est la vérité de cet éloignement? Pourquoi ces deux artistes se retrouveraient si éloignés? Ils nous affirment cela uniquement sur base d'une soi-disant continuité entre la réalité, la photo, le dessin et le mot, qui se ferait par le degré d'abstraction de l'icône et son degré de perception. Nous allons voir cela ici. J'ai ajouté 2 blocs en plus pour vous aider à comprendre plus facilement. J'ai représenté en rouge ce qu'il appelle le degré de perception, qui est le temps que l'on met à décrypter une icône. On voit que toute la ligne représente une progression qui part de ce qui est le plus rapide à décrypter à ce qui est le plus long à décrypter. Ensuite, on voit en vert que l'on va d'une image complexe, proche de la réalité, vers un dessin minimaliste. Ensuite, à l'inverse, on va d'un texte minimaliste à un texte complexe. Ce que MacLeod nous dit ici, c'est que plus un texte est simple, plus il se rapproche du dessin, en termes de perception, de temps à être décrypté. Une image proche de la réalité, qui sous-entend chez MacLeod une image complexe, est pour lui le genre d'image le plus rapide à comprendre. Et au contraire, un texte complexe est le genre d'écrit le plus long à comprendre, et donc le plus éloigné du dessin. Cette différenciation entre texte et dessin, et entre style de dessin et style de texte, il le fait sur base de degrés d'abstraction corrélés au temps de perception. En plus du parti pris de base que l'on peut trouver faux, il y a un gros souci dans sa démonstration. Tout à droite, il y a le texte qui représente ce que MacLeod décrit comme un texte complexe à un niveau élevé de perception, donc la forme la plus éloignée du dessin. Pour ce faire, il utilise une phrase de Shakespeare écrite dans un style que l'on appelle lettres anglaises. Shakespeare et les lettres anglaises sont un moyen pour MacLeod de nous renvoyer à une idée de littérature sophistiquée, donc purement de l'écrit. Mais pour ce faire, il a donné à ce texte un aspect graphique particulier, qui du coup le rapproche de sa condition d'image, de dessin. Notez bien que pour justifier son idée de temps de perception, il a rendu le texte plus compliqué à lire, en lui donnant simplement une typo moins lisible. Il se sert de cela comme argument, ça paraît quand même très malhonnête de sa part. Et puis, malgré lui, MacLeod nous montre qu'on ne peut pas réduire un dessin ou un texte à son niveau d'abstraction, qu'il est bien plus que cela. MacLeod utilise la lettre anglaise parce qu'elle nous renvoie à un imaginaire culturel précis, mais cette vision n'est pas universelle ou intemporelle. MacLeod veut chasser la subjectivité, mais elle revient malgré lui. En fait, il fait une corrélation assez bête.
Plus un texte a une écriture sophistiquée, plus il aura un style de typo sophistiqué. À part pour servir son argumentaire, cette idée n'a aucun sens. MacLeod est plus doué pour trouver des moyens de nous convaincre que doué pour penser à des idées robustes. De plus, MacLeod prend ici un texte qu'il définit comme complexe car écrit avec une tournure de phrase peu habituelle et des mots peu habituels. Comme si la complexité d'un texte était cela. Comme si un texte écrit avec des mots du quotidien et des phrases courtes était forcément un texte facile à écrire et à comprendre. Tous ceux qui ont déjà lu du Baudelaire ou écouté du PNL savent que c'est extrêmement naïf. On a vu qu'il en allait de même pour le dessin. Ce n'est pas comprendre ce que c'est que dessiner que de dire qu'un dessin minimaliste est plus simple ou moins complexe qu'un dessin académique. Dire cela est uniquement un jugement de valeur et non une description de la réalité. Il fait une corrélation hasardeuse entre complexité de l'information et complexité de la représentation de l'information. Pourquoi est-ce que l'emplacement où se situe le mot face est forcément corrélé avec ce mot simple écrit en peu de lettres, écrit dans un style simple et en très gros pour qu'on puisse le lire facilement? Si on avait écrit le mot face mais avec une typographie graphiquement plus dure à lire, est-ce qu'on l'aurait placé plus à gauche que le dessin du visage? Si on avait écrit gigogne, soit un mot peu habituel dont la majorité des gens ne connaissent pas la signification, mais avec une typo simple, est-ce que sa place serait restée la même? Si on avait dessiné un coléoptère au dessin très minimaliste et mis à côté ce long mot qu'est coléoptère dans une typo simple, est-ce que ce schéma de continuité donnerait-il toujours la fausse impression de tenir la route? Disons-le, MacLeod profite que le dessin minimaliste et le mot face soient graphiquement proches pour nous pousser à créer un lien entre les deux. MacLeod veut nous les faire considérer comme deux mêmes niveaux de simplification, et qu'ainsi, ils soient chacun leur équivalent respectif entre dessin et texte. Rappelons que le parti pris de base est ceci: catégoriser des icônes selon le niveau de perception corrélé avec son rapprochement de la réalité observable. Non seulement MacLeod n'arrive pas à le démontrer, mais personnellement, je n'arrive même pas à donner de crédit à ce point de vue, je n'en vois pas l'intérêt. Dès qu'on essaie de réfléchir un peu au dehors de ce schéma, un peu au dehors du système de pensée de MacLeod, il n'y a plus rien qui tient. MacLeod n'a fait que prendre un exemple adéquat qui donne l'impression de cohérence et de continuité, mais tout cela n'est qu'illusoire. LL de Mars a dit quelque chose de très juste par rapport à l'art invisible. C'est un livre que l'on a envie d'aimer. Effectivement, on a envie qu'il existe un livre défenseur de la BD qui démontre avec justesse la profondeur de cet art. Un livre qui nous en apporte une nouvelle compréhension jusque-là cachée. Bref, on a un manque à combler, on a envie que ce livre soit bien. L'art invisible est un livre séduisant, et on est très nombreux et nombreuses à avoir été emportés d'enthousiasme pendant notre lecture. Du coup, ces critiques un peu radicales vous ont peut-être laissé perplexe, qu'au fond, ce n'est pas possible que ce livre soit aussi bancal. Je vous laisse bien sûr juge de cela, et je vous invite même à relire L'art invisible, mais avec un recul critique, en prenant le temps de s'arrêter sur les démonstrations de MacLeod pour se demander vraiment ce qu'il y raconte. N'hésitez également pas à poser des questions dans la section commentaires, j'y répondrai au mieux avec grand plaisir. Aussi, je vous donne les liens et les sources des différentes critiques du livre de MacLeod, qui sont bien sûr plus complètes et nombreuses que ce que j'ai présenté ici. Je vous invite entre autres à jeter un coup d'œil, voire à vous abonner à la chaîne Twitch et YouTube de LL de Mars. Pour les textes de Orox et Nelcon qui sont en anglais, je vous fournis une version française dans la description. Normalement, ma traduction aidée de DeepL est pas trop mal. Notez par contre que certaines de ces critiques sont difficiles à lire. Par exemple, j'ai complètement mis de côté la question de la linguistique, car je dois bien avouer que ce sujet me dépasse complètement. Quand on lit MacLeod, on peut aussi avoir l'impression que lui et Eisner sont les premiers à avoir théorisé la BD. Pendant cette démonstration, MacLeod ne cite explicitement que Eisner et son art séquentiel. Mais dans sa bibliographie, il cite également le livre de Rudolf Topfer et celui de l'historien de la BD David Kunzel. Alors pour ce qui est des travaux publiés en français, on ne peut pas vraiment lui reprocher de ne pas les avoir lus. Mais c'est quand même bien de se rappeler que dans le domaine de la recherche et de la réflexion en BD, MacLeod n'est ni un pionnier, ni l'unique référence. Qu'il ne l'était pas en 1993 et encore moins en 2022. Par contre, cette démarche de non-continuité de MacLeod peut faire sens avec son manque de rigueur de l'élaboration d'idées robustes. La majorité du temps, MacLeod part surtout sur ses goûts et envies personnelles, dont il fait des généralités. Je pense qu'on l'a vu pendant la vidéo. Là où MacLeod met le plus d'efforts et d'ingéniosité, c'est pour nous persuader. Il ne citera jamais de source sur sa manière de comprendre les bas-reliefs égyptiens ou le codex maya, ni d'où il sort son histoire de l'évolution de l'écriture. Ce qui compte, c'est son narratif, le lien qu'il opère entre la BD et ses envies personnelles. À partir du moment où la démarche même de l'auteur est d'avant tout nous convaincre plutôt que d'avoir de solides arguments, on ne peut plus lui faire confiance. C'est pourtant un souci qui part de la base de ce livre et qui en dicte l'entièreté. Alors évidemment, les théoriciens de la BD et moi-même dans mes vidéos, nous élaborons aussi des arguments pour défendre nos idées, et il faut rester prudent avec tout cela. Aussi, dans cette vidéo, j'ai présenté des arguments qui me parlaient, mais je ne suis pas forcément en accord avec toutes les propositions de ces théoriciens. Par contre, chez MacLeod, il me semble que c'est plus compliqué que ça. L'art invisible est parsemé de grandes généralités qu'il présente comme objectives
perspective, et c'est à nous de nuancer et de comprendre son propos comme moins tranché qu'il n'y paraît, sinon il y a plein de choses qui ne tiennent vite plus. On doit sans cesse compenser ce livre pour le maintenir à flot, et j'ai tendance à penser que sur le long terme, on garde un souvenir faux de ce qu'est vraiment le livre de MacLeod. Alors, au contre-argument de toute la vidéo, on pourrait dire que MacLeod a insufflé chez beaucoup cette première intuition et envie de creuser en profondeur la BD, qu'il a popularisé le débat et nous a ouvert un champ des possibles. Par exemple, Nelcon, même s'il est très critique du travail de MacLeod, il se revendique quand même de ce dernier. Nelcon a eu envie de faire de la recherche en BD grâce à MacLeod. On pourrait donc dire que L'Art Invisible est un bon livre d'introduction pour ouvrir de manière accessible la théorie de la BD à un lecteur, et qu'il suffit de nuancer un peu derrière pour que ça soit bien. Mais est-ce vraiment le cas? Déjà, pour moi, même si on peut extraire quelques idées valables chez MacLeod, elles sont toutes imbriquées dans sa démarche problématique. Par exemple, dans son chapitre sur le temps, je retiens quelques éléments, mais noyés au milieu d'informations fausses ou qu'il faut tellement nuancer que ça en devient faux. En plus, sur cette notion du temps, il faudrait prévenir le lecteur de ne pas prendre en compte le concept de carte temporelle dans le second livre de MacLeod, car là, on tombe très clairement dans le n'importe quoi. Bref, un nouvel arrivant devrait prendre trop de précautions qui rendent une première approche de la théorie de la BD trop fastidieuse et parsemée de pièges, alors que probablement, dans leur recherche sur la théorie de la BD, la majorité des lecteurs s'arrêteront ou se sont arrêtés à L'Art Invisible, car ils le prennent comme une introduction valable. Mais par exemple, est-ce qu'on conseillerait à un débutant un livre de mathématiques où la majorité de ce qui est dit est faux, juste parce que son auteur sait transmettre l'enthousiasme de son amour pour les mathématiques? Et je sais qu'on parle d'art ici, et que donc plus qu'à l'habitude, on pourrait davantage relativiser la notion de vérité, que c'est moins évident que 1 + 1 = 2. Mais même au-delà de ce mirage que serait la vérité dans une BD, les démonstrations de MacLeod sont bancales au sein même de son livre, la logique interne de ses raisonnements ne tient pas. De plus, il suffit parfois de confronter une BD concrète à ce que MacLeod affirme pour bien se rendre compte que ce qu'il dit est faux. J'ai donc vraiment du mal à relativiser la théorie de MacLeod juste parce qu'on parle d'art. En plus, pour un livre d'introduction à la BD, MacLeod omet complètement de parler de mise en page, qui est pourtant un élément crucial pour comprendre la BD. Pour poser des bases, cela me paraît compliqué de mettre de côté la mise en page. Personnellement, je ne conseillerais plus jamais ce livre à personne. Envoyer un lecteur vers L'Art Invisible, c'est l'envoyer vers un terrain miné. MacLeod n'est intéressant à lire que si on s'intéresse à l'histoire de la théorie de la BD, mais pas pour comprendre le fonctionnement formel d'une BD. Pour moi, il serait temps de passer définitivement à autre chose sur des bases plus saines. Car MacLeod continue d'être acclamé, soutenu, et même cité par des universitaires. Mais est-ce que ce n'est pas étrange qu'on place en chevalier défenseur de la BD une personne qui commence son livre en recrachant la BD populaire de son enfance ? Et qui fait tout pour plutôt aller défendre l'art maya, et qui essocialise la BD et qui nous dit ce qu'est une bonne et une mauvaise BD. Est-ce que de base, il n'y a pas déjà un gros problème? Cette démarche de vouloir légitimer la BD, qu'il faudrait donner une bonne raison pour l'aimer, on en voit la conséquence ici, où il dessine ce qui représente pour lui le grand public. Prenez le temps de regarder ce dessin, et contemplez le mépris de classe dans toute sa splendeur. Et notez que dans son second livre, il dit qu'il a envie de pleurer, tant il trouve que le potentiel de la BD est gâché. Voilà également qui est Scott MacLeod, dont l'élitisme méprisant structure aussi sa théorie, et on mérite mieux que cela pour parler de BD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et poser des questions, si jamais vous avez tiqué sur certains points. Je tiens encore une fois à remercier les différentes personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo, et notamment Romain et Drams pour leur retour critique très utile qu'ils ont fait, et sans qui la conclusion de cette vidéo aurait été beaucoup moins fine. Je vous remercie pour votre temps de cerveau, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.